Si j'avais gratté la glace ce soir-là comme mon mari me l'avait demandé, je ne serais pas là pour raconter cette histoire. Sur le moment, rien dans cette journée ne me semblait assez important pour changer ma vie. C'était la fin d'après-midi à Détroit, une de ces journées d'hiver où le ciel ne se dégage jamais complètement et où le froid semble vous pénétrer jusqu'aux os. Le vent s'abattait violemment sur les portes vitrées de la petite épicerie de quartier de l'avenue Grachiade, les faisant trembler à chaque entrée ou sortie. La neige avait déjà verglacé sur les trottoirs, et les gens se hâtaient, la tête baissée, pressés de rentrer chez eux. J'étais dans la file d'attente, un panier à main appuyé contre mon genou, les épaules douloureuses après une longue journée à la clinique. Je travaillais comme employé au service de facturation médicale. Rien de glamour, juste des heures de code et de correction, d'appel aux assurances et une frustration sourde. À 57 ans, ma vie s'était installée dans une routine bien établie. Travail, maison, dîner, silence. Je n'attendais plus de surprises. Devant moi à la caisse se tenait une petite femme âgée, voûtée comme si le poids de l'hiver pesait sur son dos. Elle portait un fin manteau marron visiblement usé par les hivers, et un bonnet tricoté rabattu sur ses mèches de cheveux blancs. Ses mains tremblaient tandis qu'elle vidait le contenu d'un portefeuille en vinyle craquelé sur le comptoir. Des pièces de monnaie jonchaient le sol, des centimes, des pièces de 5 cents, quelques pièces de 10 cents. Sur le tapis roulant, il n'y avait que l'essentiel, une miche de pain de marque distributeur, une brique de lait, 2 boîtes de soupe, un petit sachet de riz. La caissière jeta un coup d'œil à l'écran, puis à la femme. Je reconnus ce regard, fatigué mais prudent. « Il vous manque 18, dit-elle doucement. La femme fronça les sourcils, la confusion se lisant sur son visage. Elle ramassa de nouveau les pièces, les compta une fois, puis 2, les lèvres remuant silencieusement. « Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. J'ai compté chez moi. J'étais sûre d'en avoir assez. » Quelqu'un derrière moi soupira bruyamment. Une autre personne s'agita d'impatience. Je ne sais pas pourquoi, mais une angoisse me saisit la poitrine. Peut-être était-ce la façon dont les doigts de la femme tremblaient de froid. Peut-être était-ce la familiarité de cette expression de gêne contenue. Je l'avais moi-même arborée plus souvent que je ne voulais m'en souvenir. Avant d'y réfléchir davantage, je m'avançai. « Voilà », dis-je en posant un billet de 20 sur le comptoir. « Veuillez l'ajouter au mien. » La femme se tourna lentement, ses yeux croisant les miens. Un instant, j'oubliai le bruit du magasin, le vent, la file d'attente derrière nous. Son regard était perçant, clair, bien trop alerte pour quelqu'un d'apparence si fragile. J'avais l'impression qu'elle me transperçait du regard. « Vous n'êtes pas obligé, » dit-elle doucement. « Je sais, » répondis-je. « Mais j'en ai envie. » Elle hocha la tête une fois, puis rassembla ses courses dans un sac en tissu usé. En retirant le sac du comptoir, sa main effleura la mienne. Sa peau était froide. Trop froide. « La gentillesse ne disparaît pas, » dit-elle doucement. « Elle revient. » Je souris poliment, payai mes courses et me retournai pour partir. J'étais déjà à mi-chemin de la porte quand j'ai senti ses doigts se refermer sur ma manche. Une poigne ferme, non pas faible, mais bien réelle. Elle s'est penchée si près que j'ai perçu une odeur terreuse et piquante, comme des herbes séchées et du vieux papier. « Quand la glace apparaîtra devant chez toi ce soir, » a-t-elle murmuré d'une voix basse et posée, « n'y touche pas. Pas même un peu. » Je l'ai fixée, perplexe. « Laisse-la exactement comme elle est, » a-t-elle poursuivi. « Promets-le-moi. » J'ai ri doucement, maladroitement, ne sachant plus quoi faire. « D'accord, » ai-je dit, plus par gêne que par conviction. « Je te le promets. » C'est seulement à ce moment-là qu'elle m'a lâché. Quand j'ai enfin franchi les portes vitrées et que le vent glacial de Détroit m'a frappé, elle était déjà partie. Quand je suis arrivé à ma voiture, le vent s'était transformé en une agression presque personnelle. La glace recouvrait le pare-brise par endroits, et ma respiration embuait la vitre tandis que je restais assise un instant, les mains posées sur le volant, repassant en boucle les paroles de la femme dans ma tête. « Ne touche pas à la glace. » J'ai secoué la tête et tourné la clé. Les gens disaient toujours des choses étranges, surtout ceux qui avaient vécu assez longtemps pour déceler des schémas là où d'autres ne voyaient que coïncidence. Je me suis dit que ce n'était rien de plus. Un avertissement inoffensif, une superstition. Le trajet jusqu'à la maison a duré moins de 10 minutes, mais les rues étaient déjà glissantes. La ville semblait voilée sous une fine pellicule, presque menaçante.
Les gens qui réussissaient à Détroit avaient le don de rendre tout plus lourd. Les immeubles, les pensées, les mariages. Notre maison se trouvait dans une rue tranquille de l'Est, une maison étroite en briques avec un jardin peu profond et une clôture en grillage qui avait connu des jours meilleurs. La lumière du porche était allumée, projetant un cercle jaune pâle sur les marches. La glace scintillait sur l'allée, lisse et brillante. La voiture de Richard était déjà garée. J'ai porté les courses à l'intérieur, les épaules tendues avant même d'ouvrir la porte. La maison sentait légèrement le café et l'huile de moteur, ce mélange familier qui imprégnait Richard, peu importe le nombre de fois où je lavais ses vêtements. Il était dans la cuisine, debout au comptoir, les yeux rivés sur son téléphone. Il ne leva pas les yeux quand je suis entrée. « Tu es en retard, » dit-il. Il y avait de la glace partout, répondis-je en posant les sacs. La circulation était dense. Il fredonna en guise de réponse, un son qui n'exprimait ni approbation ni désapprobation, juste un bruit de fond. Richard Carter avait perfectionné ce son au fil des ans. Il avait maintenant 60 ans, grand et toujours avec de larges épaules, même si ses cheveux s'étaient clairsemés et avaient grisonné aux tempes. Il travaillait comme superviseur logistique dans un entrepôt de distribution près de la rivière. De longues heures, un stress constant. Du moins, c'est ce qu'il disait. Je déballais les courses pendant qu'il regardait son écran. Le pain dans le placard, le lait dans le réfrigérateur. Ce rythme simple m'apaisa. « Je pars ce soir », dit-il soudainement. Je marquai une pause. « Ce soir ?» « Oui. Problème de livraison de nuit. Ils ont besoin de moi sur place tôt demain. » Il leva enfin les yeux vers moi. Son regard était impassible. « N'oublie pas de gratter la glace avant d'aller te coucher. Je ne veux pas avoir à gérer ce désordre demain matin. » Voilà. L'instruction. Pas une demande, pas une question. Mon premier réflexe a été d'acquiescer, d'accepter automatiquement, comme je le faisais depuis des décennies. C'était ainsi que fonctionnait notre mariage désormais. Il a parlé. Je me suis adaptée. Mais les mots du supermarché sont remontés à la surface, abrupts et sans prévenir. Quand la glace apparaîtra devant chez toi ce soir, n'y touche pas. Je vais peut-être attendre demain matin, ai-je dit prudemment. Il est censé faire plus froid cette nuit. Gratter maintenant ne servira peut-être à rien. Richard a serré les mâchoires. J'ai dit ce soir, a-t-il répliqué. Ça ne te prendra que 15 minutes. Tu es à la maison de toute façon. À la maison de toute façon. J'ai senti quelque chose bouger en moi. Une petite chose, discrète mais bien réelle. J'ai eu une longue journée, ai-je dit. Et mon genou me fait encore souffrir. Il a expiré par le nez, irrité. Tu as toujours quelque chose à redire. Le silence qui a suivi était lourd, pesant. Nous vivions depuis des années dans des silences comme celui-ci, les contournant, faisant comme s'ils n'étaient pas des murs. Richard prit sa veste et ses clés. Je serai parti à 20 heures, dit-il. N'oublie pas. Il passa devant moi sans un mot de plus, son épaule frôlant la mienne tandis qu'il se dirigeait vers l'escalier. Je restai seul dans la cuisine, fixant la porte de derrière et le faible reflet de la glace qui brillait dehors. Pour la première fois depuis très longtemps, je n'étais pas sûr d'obéir à mon mari. Richard partit juste avant 20 heures, la porte se refermant derrière lui dans un claquement sourd qui résonna dans toute la maison. De la fenêtre du salon, je le regardais reculer dans l'allée, les pneus crissant sur la fine couche de glace. Ses feux arrière disparurent au bout de la rue, engloutis par l'obscurité gris-bleu du début de soirée d'hiver. La maison me parut plus grande dès qu'il fut parti, trop silencieuse. Chaque son semblait s'étirer. Je verrouillai la porte, puis la vérifiai une nouvelle fois, tournant le verrou jusqu'à ce qu'il s'enclenche fermement. Je me disais que j'étais simplement prudente. Les hivers de Détroit avaient la fâcheuse habitude de rendre les gens nerveux. Dehors, la température chuta rapidement. La glace s'épaissit sur les marches du perron et le long de l'allée, transformant le sol en une surface lisse et dangereuse qui reflétait la lumière du perron comme du verre dépoli. Je restai là un long moment, mon manteau toujours sur les épaules, la pelle appuyée contre le mur où Richard l'avait laissée. Il me suffisait de la ramasser. 15 minutes, avait-il dit. Je repensai à la main de la vieille femme qui me serrait la manche, au poids de sa voix. Même pas un peu. Je me détournai et fermai la porte. À l'intérieur,
je parcourus la maison d'un pas fébrile. J'allumai des lampes supplémentaires, inondant les pièces d'une lumière chaude qui repoussait les ombres. Je tirai les rideaux un à un, puis hésitai devant la fenêtre donnant sur le jardin. La clôture était à peine visible. La ruelle au-delà était complètement plongée dans l'obscurité. Le vent se leva, faisant claquer les planches branlantes de l'abri de jardin. Au loin, un bruit métallique, aigu et creux, retentit, puis le silence retomba. Je me répétais que ce n'était rien. Un portail mal fixé, une poubelle renversée. Je fis chauffer de la soupe, mais je la goûtai à peine. Mon appétit avait disparu, remplacé par une pesanteur sourde dans la poitrine qui refusait de me quitter. Je vérifiai mon téléphone. Aucun message. Le signal vacilla, puis tomba à une seule barre. Vers 22 heures, la lumière baissa d'intensité une fraction de seconde, puis se stabilisa. Mon cœur fit un bond malgré tout. Je verrouillai la porte de derrière, puis celle de la chambre. Je me sentais bête de faire ça, mais je le fis quand même. Une fois à l'étage, je me changeai en pyjama et m'assis au bord du lit, à l'écoute. La maison craqua sous le poids du froid, le vieux bois réagissant à ces bruits familiers. Sous ces bruits, il me sembla entendre autre chose. Un grattement. Je me figeai. Le bruit revint. Lent, délibéré. Je traversai la pièce et jetai un coup d'œil par l'étroite fente du rideau. La cour était immobile, recouverte d'une glace qui scintillait faiblement sous la lune. Rien ne bougeait. J'expirai, mon souffle embuant la vitre. Je laissais mon imagination s'emballer. C'était tout. Le sommeil venait par bribes. Je m'assoupissais pour me réveiller au moindre bruit. À un moment donné, je rêvais de la femme du magasin. Elle se tenait au bord de ma cour, sa silhouette floue par le givre, ses yeux toujours aussi perçants. « La glace se souvient », dit-elle calmement. « Les gens oublient, mais la glace, jamais. » Je me réveillai en sursaut, le cœur battant la chamade, la maison silencieuse autour de moi. Je regardai l'heure. Un peu plus de 3 heures. Longtemps, je restai allongé là, fixant le plafond, attendant le matin. Le matin arriva doucement, comme souvent après une tempête, comme si la nuit avait épuisé toute sa violence et ne laissait derrière elle que le calme. Je m'éveillai à une faible lumière grise filtrant à travers les rideaux de la chambre et à un silence inhabituel. Pas de vent, pas de circulation au loin, juste le son lent et régulier de ma respiration. Un instant, j'oubliai la glace, l'avertissement, le malaise qui m'avait accompagné toute la nuit. Puis je me redressai. La maison semblait trop calme, comme un souffle retenu. J'enfilai un gros pull et m'enveloppai dans mon peignoir avant de descendre. Le sol était froid sous mes pieds, de ce froid qui remonte lentement, vous rappelant que c'est l'hiver, qu'on le veuille ou non. Par habitude, je préparais du café. La machine gargouillait doucement dans la cuisine silencieuse. Pendant qu'il infusait, je me dirigeai vers la fenêtre. Je m'arrêtai. La cour était recouverte d'une plaque de glace immaculée, lisse et continue, s'étendant des marches du perron jusqu'à la clôture. Elle captait la faible lumière du matin et la reflétait, argentée et vitreuse, presque belle dans son immobilité. Presque, car une traînée d'empreintes de pas, large et profonde, sillonnait cette surface parfaite. Elle partait du portail latéral, enfoncée profondément dans la glace, chaque pas lourd et déterminé. Ils se dirigèrent droit vers la maison, s'arrêtant juste avant le porche. Puis ils firent demi-tour. J'eus un mauvais pressentiment. Le prince fit lentement le tour de la maison, méthodiquement, suivant le contour des murs. Ils s'arrêtèrent sous la fenêtre du salon, puis sous celle de la cuisine. Ensuite, ils longèrent la maison vers l'arrière, là où les fenêtres des chambres donnaient sur le jardin. Je pressai la main contre la vitre, les doigts tremblants. Les empreintes s'arrêtaient juste en dessous de ma fenêtre. Je pouvais presque les voir. Quelqu'un se tenait là, dans l'obscurité, levant les yeux, observant. La cafetière sonna derrière moi, un bip strident dans le silence. Je tressaillis si fort que mon épaule frôla le placard. Mon cœur battait la chamade, si fort que je le sentais dans ma gorge. Je me penchai plus près de la fenêtre, m'obligeant à regarder plus attentivement. La glace était intacte partout sauf là où ses bottes étaient passées. Les traces étaient profondes, indubitables, ce n'étaient pas celles de Richard. Je connaissais sa démarche, ses chaussures. Celle-ci était plus grande, plus lourde. Qui que ce soit entré pendant la nuit, pendant que je dormais.
Et puis j'ai compris. Si j'avais gratté la glace comme Richard me l'avait conseillé, il n'y aurait plus rien à voir. Aucune trace, aucune preuve, juste du béton nu et un malaise inexplicable. J'ai reculé, les jambes flageolantes, et me suis agrippée au comptoir pour ne pas m'asseoir par terre. Mon esprit s'emballait, cherchant à comprendre ce que je voyais. Pas de vitres brisées, pas de portes forcées, rien de volé, juste des empreintes, prudentes. J'ai marché d'une fenêtre à l'autre, lentement, craignant qu'un geste brusque ne révèle quelque chose d'horrible. La porte de derrière était verrouillée. Les fenêtres étaient fermées. Tout était exactement comme je l'avais laissé, sauf la glace. Sauf ce qu'elle avait gardé en mémoire. Une froide certitude m'a envahi, lourde et indéniable. Quelqu'un savait que j'étais seule. Quelqu'un avait pris le temps de venir ici, de faire le tour de ma maison dans le noir, de l'étudier, de m'étudier. D'une main tremblante, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai su, avec une clarté soudaine, que je ne pouvais plus affronter cela seule. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû composer le numéro 2 fois. Je suis restée dans la cuisine, le dos appuyé contre le comptoir, les yeux rivés sur la fenêtre, craignant que si je détournais le regard ne serait-ce qu'une seconde, quelque chose ne change, que les empreintes disparaissent, ou pire, que quelqu'un ne soit de nouveau là. Quand la communication a enfin été établie, je me suis forcée à parler distinctement. Je m'appelle Hélène Carter, ai-je dit. J'habite rue Istal. Quelqu'un était dans mon jardin la nuit dernière. Le répartiteur a posé les questions habituelles. Y a-t-il eu des blessés? Un cambriolage? Étais-je seule? J'ai répondu à chacune avec précaution, ma voix plus assurée que je ne l'étais. Non, ai-je dit. Rien n'a été volé, mais il y a des empreintes dans la glace. Elles font tout le tour de ma maison. Il y a eu un bref silence à l'autre bout du fil. Très bien, madame. Un agent va être dépêché. Veuillez rester à l'intérieur et ne pas déranger les lieux. J'ai raccroché et verrouillé l'écran de mon téléphone, mon reflet me fixant, pâle et les yeux écarquillés. Je me suis serré contre moi et j'ai attendu. Il fallut 20 minutes avant que la voiture de patrouille n'arrive. Caché derrière le rideau, je l'observais s'arrêter, ses pneus crissant prudemment sur la chaussée verglacée. Un homme de grande taille en descendit, son souffle visible dans l'air glacial. Il se déplaçait avec l'assurance décontractée de quelqu'un qui en a trop vu pour paniquer au moindre détail. Il frappa une fois fermement. « Police !» appela-t-il. J'entr'ouvris la porte juste assez pour bien le voir avant de la déverrouiller. Il fit un bref signe de tête. « Agent Marcus Holloway », dit-il. « Vous êtes Hélène Carter ?» « Oui. » Il entra en secouant la glace de ses bottes. Son regard parcourut rapidement la pièce. « Pourquoi ne me montrez-vous pas ce que vous avez vu ?» Nous sortîmes ensemble sur le perron. Le froid me frappa les poumons, mais je le remarquai à peine. L'agent Holloway s'accroupit près des premières empreintes, les examinant attentivement. « Ce ne sont pas des empreintes aléatoires, » dit-il après un moment. « Profondes, avec des semelles épaisses, ce sont des bottes de travail ou de sécurité. » Il suivit lentement la piste, contournant la maison comme l'avait fait l'étranger. Son expression se faisait plus grave à chaque pas. « Cette personne n'était pas ivre, » poursuivit-il. « Elle n'était pas pressée. Elle savait exactement où elle allait. » J'avalai ma salive. « Pouvez-vous estimer sa taille ?» Holloway mesura la distance entre ses pas du regard. Au moins 1,80 mètres, peut-être plus. Grande enjambée. Je serrai les bras plus fort. Mon mari est parti vers 20h hier soir. Il leva brusquement les yeux vers moi. Votre mari ne porte pas de bottes comme ça. Non, répondis-je rapidement, et sa foulée est plus courte. Holloway hocha la tête, déjà en train d'écrire dans un petit carnet. Quelqu'un d'autre savait que vous seriez seul. J'hésitai. Il travaille dans la logistique. Les gens connaissent son emploi du temps. Vous avez eu des problèmes avec quelqu'un ? Demanda-t-il. Quelqu'un qui vous a mise mal à l'aise. Je secouai la tête, malgré moi, l'incertitude s'insinuant en moi. Il se leva et scruta les maisons voisines. Des caméras de sécurité à proximité. Oui, dis-je. De l'autre côté de la rue. Madame Nolan en a installé une l'année dernière. Bien, répondit-il. Cela pourrait nous en apprendre beaucoup.
Alors que nous rentrions, il s'arrêta sur le seuil. « Madame Carter, dit-il doucement. Celui qui a fait ça n'est pas là par hasard. » Mon cœur se serra. On dirait que quelqu'un vérifie les habitudes, poursuivit-il, pour voir qui est à la maison et à quelle heure. Je compris alors que la glace avait fait plus que préserver des empreintes. Elle avait empêché quelque chose de se produire. La caméra de Madame Nolan était orientée vers la rue, pas vers mon jardin, mais c'était suffisant. Nous étions dans son salon, tous les trois près de l'écran, tandis que la vidéo défilait. L'image était granuleuse, baignée par la faible lueur d'un lampadaire, la neige tourbillonnant comme des grésillements. L'agent Holloway se pencha en avant, les bras croisés, immobile. Là, dit-il. Une silhouette apparut à l'écran par la gauche. J'eus le souffle coupé. L'homme était grand, les épaules larges. Son visage était dissimulé sous une capuche baissée. Il marchait d'un pas décidé, sans précipitation ni prudence. Il s'arrêta devant mon portail et regarda droit vers ma maison. Malgré la mauvaise qualité de l'image, je l'ai senti. Il ne tâtonnait pas. Il a soulevé le loquet sans effort et est entré dans mon jardin. L'horodatage indiquait un peu plus de 11h30. Madame Nolan porta une main à sa bouche. Oh mon Dieu! Nous avons regardé l'homme disparaître du champ de la caméra, se dirigeant vers ma maison. Plusieurs minutes s'écoulèrent avant qu'il ne réapparaisse, rebroussant chemin. Avant de partir, il s'arrêta de nouveau. Cette fois, il se retourna. Il resta là, face à la caméra, et inclina légèrement la tête, comme s'il écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Puis, sans équivoque, il esquissa un sourire, discret, sans effusion. Sachant que j'étais glacé d'effroi. L'agent Holloway mit la vidéo en pause. « Je dois vous poser une question très délicatement, » dit-il. « Cet homme vous semble-t-il familier ?» J'ai examiné l'image figée. La capuche dissimulait la majeure partie de son visage, mais quelque chose dans sa silhouette éveillait des souvenirs. Je ne suis pas sûr, ai-je admis. Peut-être quelqu'un que j'ai déjà vu. Holloway hocha lentement la tête. C'est plausible. Il expliqua que les bottes correspondaient à un modèle couramment porté dans les entrepôts industriels. Robuste, antidérapante, fournie de série dans certains établissements. Où travaille votre mari, déjà ? Demanda-t-il. Dans un centre de distribution près de la rivière, répondis-je machinalement. Et vous a-t-il déjà parlé de problèmes avec ses collègues ? Poursuivit Holloway. Des conflits, des licenciements, des accidents. J'hésitai. Il y a eu quelqu'un, dis-je lentement, un homme nommé Caleb. Il a été licencié l'année dernière. Richard disait qu'il était instable. Il rejetait la faute sur les autres. Le regard d'Holloway s'aiguisa. Votre mari est-il resté en contact avec lui ? J'eus un nœud à l'estomac. Je ne sais pas, dis-je. Richard ne me dit plus grand-chose. C'est alors que le deuxième appel arriva. Holloway s'écarta pour répondre. Je vis son expression changer pendant qu'il écoutait. Sa mâchoire se crispa, ses épaules se raidirent. Lorsqu'il raccrocha, son regard changea. « Madame Carter, dit-il, nous avons récupéré des images supplémentaires d'une caméra de circulation près du lieu de travail de votre mari. » Mon cœur battait la chamade. On voit votre mari rencontrer un homme correspondant à cette description il y a 2 nuits, poursuivit-il. Ils parlèrent plusieurs minutes. Il n'y a pas de caméra à l'intérieur du parking, mais le timing concorde. La pièce sembla pencher. Non, murmurai-je. Ça n'a aucun sens. Holloway ne m'interrompit pas. Votre mari vous a demandé de gratter la glace, dit-il prudemment. Il a insisté à plusieurs reprises. Oui, dis-je. Ma voix semblait lointaine. Et si vous l'aviez fait, continua-t-il, il n'y aurait aucune trace de pas ce matin, aucune preuve que quelqu'un soit passé par là. La vérité me frappa de plein fouet. Il voulait que je sois dehors, seul, la nuit, sur la glace. Une chute aurait été facile, plausible, tragique. J'eus la nausée. Nous examinons actuellement les polices d'assurance de votre mari, dit Holloway calmement. Plus précisément, tout changement récent. Je m'affaissai sur le bord du canapé de Madame Nolan, mes jambes me soutenant à peine. Madame Carter,
ajouta-t-il. Ce n'était pas une menace isolée. C'était prévu. Mon esprit a remonté le temps à travers des années de silence, de distance, de regards froids et de paroles laconiques. Depuis combien de temps étais-je un problème à résoudre plutôt qu'une épouse à aimer? La voix de la vieille femme résonnait dans ma mémoire, calme et assurée. Laissez les choses exactement comme elles sont. La glace n'avait pas seulement préservé des empreintes. Elle avait brisé un mensonge dans lequel je vivais depuis des décennies. Je n'arrivais pas à me la sortir de la tête. Tandis que l'agent Holloway poursuivait son enquête et me conseillait de passer quelques nuits chez une voisine, mes pensées revenaient sans cesse à la femme de l'épicerie. Ses yeux, sa voix, la certitude de son avertissement, tout cela n'avait plus rien d'étrange ni de mystique. C'était précis, nécessaire. 2 jours plus tard, après avoir fait ma déposition, j'ai mené mon enquête. Cela n'a pas tardé. Une caissière plus âgée de la même épicerie a immédiatement reconnu ma description. « Oh, vous voulez dire Ruth » a-t-elle dit doucement. « Elle vient parfois, mais plus aussi souvent. » « Ruth » ai-je répété. Elle habitait près de l'ancienne voie ferrée. À quelques mètres de là, poursuivit la vendeuse. Elle a perdu son mari il y a des années. Il a glissé sur la glace devant chez eux, tard un soir, et il est mort avant l'arrivée de l'ambulance. J'ai eu le souffle coupé. Ils ont dit que c'était un accident, ajouta la vendeuse. Mais elle n'y a jamais cru. Elle disait que quelqu'un voulait sa mort. Elle disait que les signes étaient là, si on savait les voir. Je suis sortie du magasin, les mains tremblantes. Grâce à une assistante sociale travaillant dans la résidence pour personnes âgées voisines, j'ai réussi à organiser une visite. On m'avait prévenu que Ruth ne parlait plus beaucoup, qu'elle était solitaire et qu'elle n'aimait pas les questions. Elle était assise près d'une fenêtre à mon arrivée, enveloppée dans un châle délavé, regardant la neige tomber sur une petite cour en contrebas. Quand elle s'est retournée et m'a vue, son regard s'est instantanément aiguisé. « Vous avez écouté » dit-elle. Je n'avais même pas encore parlé. « Oui » murmurai-je. « Je l'ai fait. » Elle hocha la tête une fois, comme si cela suffisait à la convaincre. « Il n'écoute jamais » dit-elle calmement. « C'est comme ça que ça se passe. » Je me suis assise en face d'elle, le cœur battant la chamade. « Comment le savais-tu » demandai-je. « À propos de la glace ? De cette nuit-là » Ruth croisa les mains sur ses genoux. « Parce que le contrôle se manifeste toujours de la même manière, » répondit-elle. « Les hommes qui provoquent des accidents ne forcent pas, ils orchestrent. » Elle me parla de son mari, de la pression, des petites exigences, de l'insistance qui semblait inoffensive sur le moment. « Sors. Occupe-toi de ça maintenant. Ça ne prendra pas longtemps pour la glace qu'il n'aurait jamais dû toucher. » Je vois des schémas, dit-elle simplement. Je les perçois dans la façon dont les gens parlent, dans ce qu'ils demandent, dans ce sur quoi ils insistent. Je sentis des larmes couler sur mes joues avant même de m'en rendre compte. « Tu m'as sauvé la vie, » dis-je. Ruth regarda de nouveau vers la fenêtre. « Non, » dit-elle doucement. « C'est toi qui l'as fait. Tu as choisi de ne pas obéir. » Nous restâmes assises en silence un long moment, à regarder la neige tomber. Avant que je parte, elle tendit la main et prit la mienne. Sa poigne était toujours ferme. « Souviens-toi de ça, » dit-elle. « L'amour ne te met pas en danger. » Et la bonté, ajouta-t-elle en croisant à nouveau mon regard, finit toujours par triompher. En sortant dans l'air froid de Détroit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La clarté et la force qui découlent de la vérité enfin révélée. Richard a été arrêté 3 jours plus tard. Les preuves se sont rapidement accumulées une fois l'enquête élargie. Relevés téléphoniques, messages effacés récupérés sur son ordinateur portable, une augmentation récente d'une assurance vie dont j'ignorais même l'existence, des conversations qui prouvaient qu'il avait planifié, et non réagi impulsivement, qu'il avait calculé, qu'il était indifférent. Quand l'agent Holloway me l'a annoncé, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu, du soulagement. Pas du chagrin, pas du choc, juste un profond et durable apaisement, comme si je déposais enfin un poids que je portais depuis des années sans me rendre compte qu'il m'écrasait. Je n'ai pas pleuré quand ils l'ont emmené. Je les ai regardés par la fenêtre du salon tandis que la voiture de patrouille quittait la rue, cette même rue où il m'avait jadis promis de me protéger, de construire une vie avec moi. Cette promesse s'était éteinte bien avant que les menottes ne se referment. Les semaines suivantes, j'ai logé chez une voisine, puis chez ma sœur, en dehors de la ville.
Je ne pouvais plus dormir dans cette maison. Du moins, pas au début. Chaque ruisseau résonnait trop fort. Chaque ombre semblait trop présente. Finalement, j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai vendu la maison. L'agent immobilier m'avait dit qu'elle avait une bonne structure, une belle luminosité, un fort potentiel. J'ai souri. On peut avoir des os solides et pourtant souffrir. La lumière peut être bloquée pendant des années avant de trouver son chemin. J'ai emménagé dans un petit appartement plus près du centre-ville de Détroit. Rien d'extraordinaire, juste du calme, de la sécurité. Mon chez-moi. Pour la première fois depuis des décennies, personne ne me disait quoi faire. Personne n'exigeait d'explications. Personne n'organisait ma vie comme une succession d'obstacles. On attendait de moi que je survive en silence. Parfois, par des matins froids, je repense à la glace. Comment quelque chose d'aussi banal, d'aussi facilement négligé, est devenu la différence entre la vie et la mort. À quel point j'ai failli sortir simplement parce qu'on me l'avait ordonné. Parce qu'avant, obéir m'avait paru plus facile que résister. Et je pense à Ruth, à la façon dont la bienveillance a circulé, de moi à elle, puis d'elle à moi, non pas sous forme d'argent ou de gratitude, mais comme un avertissement donné au moment précis où il le fallait. On appelle cela le destin, la chance ou une coïncidence. Pas moi. J'appelle cela l'écoute. Écoutez ce malaise qu'on nous a appris à ignorer. Écoutez cette voix qui nous dit que quelque chose ne va pas, même quand on ne peut l'expliquer. Écoutez quand quelqu'un parle avec la force des réalités. La glace s'est souvenue de ce que j'étais sur le point d'oublier. Et grâce à cela, je suis encore là. Leçon de vie à tirer de cette histoire. Premièrement, la routine peut masquer le danger quand on cesse de le questionner. Deuxièmement, l'intuition se manifeste souvent discrètement. Troisièmement, le contrôle déguisé en sollicitude reste du contrôle. Quatrièmement, les petits gestes de bonté peuvent se révéler des avertissements salvateurs. Cinquièmement, écouter au bon moment peut tout changer. Si cette histoire vous a interpellé, posez-vous une question. Auriez-vous écouté? Quelles leçons en avez-vous tirées? Et d'où observez-vous cette histoire? Aimez, partagez et laissez un commentaire ci-dessous. Votre voix pourrait aider d'autres personnes à écouter.